En fait, ils ont pas franchement envie que les stablecoins se développent. Je te donne un exemple. Tu as notamment une sorte de droit de veto de la banque centrale si certains stablecoins dépassent un volume journalier trop important. Et donc, en gros, tous les 4 ans, on s'attend à une hausse des cours suite au halving. Sauf que là, on avait déjà eu une hausse des cours très, très importante avant le halving avec les ETF. Qui n'était jamais arrivé dans les autres cycles. Qui n'était jamais arrivé avant. Et donc, on arrivait sur le halving avec déjà une hausse incroyable avant. Et donc forcément l'effet du halving a été un peu moins spectaculaire parce que voilà, on avait déjà eu une bonne partie de la hausse au préalable. Avec un Trump en campagne qui a annoncé qu'il y aurait une réserve stratégique de Bitcoin. Je pense que les États ont quand même intérêt à se constituer une réserve. Salut Claire, comment tu vas? Ça va, merci de m'inviter. Avec grand plaisir Claire, donc on reçoit Claire, on va parler aujourd'hui de crypto. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode sur le sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire appel à ton expertise pour parler notamment de l'évolution de la réglementation sur les cryptos. On va parler aussi d'actualité et de pas mal d'autres choses voilà, que j'ai pas forcément encore creusé sur le podcast. Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es Claire? Pourquoi tu es là et pourquoi tu es légitime aujourd'hui pour nous parler de crypto? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi aujourd'hui, je suis directrice stratégie chez Deblock depuis 6 mois. Deblock, c'est le premier compte courant qui accepte aussi les cryptos. Mais avant ça, j'ai un parcours principalement dans la crypto puisque ça fait 9 ans que je bosse sur ces sujets-là. J'avais notamment créé une boîte de conseil en 2015 qui s'appelle Blockchain Partner avec des copains d'école. On était monté jusqu'à une vingtaine de personnes. On l'avait revendu à KPMG en 2021. Où je suis restée ensuite en tant que directrice blockchain et crypto. Donc j'ai fait beaucoup de conseils aux entreprises sur ces sujets-là. Et puis en parallèle, j'ai aussi pas mal œuvré à structurer l'écosystème, puisqu'en 2015, dans les cryptos en France, voilà, t'avais quelques boîtes, mais c'était pas encore c'était pas encore un secteur structuré comme aujourd'hui. Donc j'avais participé à la création de la fédération des acteurs crypto qui s'appelle la DAN. Et puis j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Donc j'ai fait pas mal de formations et d'acculturation sur ces sujets. C'est un peu éducation financière crypto, quoi. Le bouquin. Ouais, c'est, tu vois, dans ma boîte, les premières missions qu'on avait faites, en fait, c'était des formations sur les blockchains et les cryptos parce que nos clients savaient même pas ce que c'était, donc on avait commencé par ça, ouais. D'accord. Donc finalement, toi, t'étais dans le monde de la crypto, donc en 2015, c'est ça? Ou tu étais déjà avant ou t'as vraiment commencé en 2015? Non, j'ai commencé en 2015. On avait commencé avec des copains d'école parce qu'on s'y intéressait d'un point de vue théorique. On voyait qu'il se passait beaucoup de choses aux États-Unis. J'avais cette envie de monter une boîte sans trop savoir pourquoi, comment. Et puis voilà, on a fait un blog, on a écrit des articles, on a organisé un événement. Et puis de fil en aiguille, on a monté une offre de conseil pour les entreprises avec notamment de la formation, mais ensuite aussi des ateliers, des études, des proof of concept pour mettre les mains dans le cambouis. Et voilà. Et après, ça a donné une vraie boîte de conseils spécialisée sur ces sujets. Ok. Donc, ça veut dire que toi, à titre perso, tu as commencé aussi à investir dessus dès 2015 ou tu as fait plutôt par la suite? Oui, mais en fait, très peu parce après, je peux raconter ma vie, mais en 2015, moi, je venais d'être diplômée de l'école de commerce où j'étais. Et pas encore assez d'épargne pour investir. Donc, non seulement j'avais pas d'épargne, mais en plus, j'avais un gros emprunt sur le dos puisque j'avais emprunté plus de 30 000 balles pour payer l'école. Et donc l'enjeu pour moi, si je voulais monter une boîte, c'est qu'en plus il fallait que je passe plus d'1 an sans me payer. Et donc j'ai eu la chance que mes parents remboursent mon emprunt, mais ensuite, si tu veux, le peu de capital que j'avais me servait à me payer des pâtes et payer mon loyer. Donc j'avais dû investir 50 ou 100 balles pour voir, parce que si tu veux, quand tu t'intéresses aux cryptos, faut quand même tester. Mais j'avais pour le coup 0 capital à mettre dedans, donc c'est vrai que pour moi les cryptos c'était plus mon business et mon entreprise que de mon investissement perso. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, je pense on va y revenir après sur ta stratégie perso, mais je pense qu'on y reviendra plutôt sur la fin. Est-ce que, alors, j'ai déjà fait plusieurs épisodes crypto, donc je suis un peu désolé si c'est une redite pour les auditeurs qui sont avancés, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui démarrent et qui prennent encore cette classe d'actifs comme assez exotique et qui ont du mal à la saisir. Donc, j'aimerais bien que tu expliques avec tes mots, qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'une blockchain et comment fonctionne simplement Bitcoin et Ethereum. Dans l'ordre que tu veux. Pas de problème. En gros, ce qu'on appelle la blockchain, en fait, c'est simplement le livre de compte qu'il y a derrière les cryptos. Une crypto, je peux prendre l'exemple de Bitcoin, puisque c'est la première et c'est la plus grande aujourd'hui. Bitcoin fonctionne de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque centrale du Bitcoin, par exemple. Et donc,
Derrière Bitcoin, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fonctionnement ouvert et décentralisé. Donc, il y a des acteurs qui sont des particuliers ou des entreprises qui vont faire tourner des ordinateurs, des serveurs, qui vont héberger cette fameuse blockchain, donc qui est concrètement la liste de toutes les transactions faites en Bitcoin depuis le 3 janvier 2009, c'est-à-dire depuis la création de Bitcoin. Et ce grand livre comptable, il est structuré en blocs, qui sont des sortes de pages, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, donc une blockchain. Les blocs étant rangés chronologiquement les uns à la suite des autres. Donc en fait c'est pas si compliqué que ça. Cette blockchain en plus elle est accessible à tous. Donc vous pouvez même aller en ligne consulter la blockchain de Bitcoin avec toutes les transactions. C'est pour ça que quand on dit c'est anonyme, c'est hyper opaque, en fait non, c'est même plutôt l'inverse, c'est carrément transparent, presque trop transparent. Donc voilà, Bitcoin et la blockchain, pour faire simple, c'est ça. La vraie plus-value aujourd'hui des cryptos comme Bitcoin, ça va être d'avoir ce fonctionnement ouvert, décentralisé, qui ne dépend pas d'un intermédiaire, et donc de permettre à des individus de s'envoyer de l'argent, de la valeur, donc sur Bitcoin, c'est des bitcoins, sans avoir un intermédiaire au milieu qui pourrait censurer la transaction. Donc ça apporte ce côté non censurable, comme ce qu'on a pu avoir par exemple avec Internet sur la capacité des particuliers à s'envoyer de l'information sans avoir besoin d'un tiers au milieu qui valide cette information et qui l'envoie pour vous. Donc c'est pour ça que parfois on dit les cryptos, les blockchains permettent de faire à la finance ce qu'Internet a permis de faire à l'information. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va permettre des liens en pair à pair entre les individus dans le monde financier. Donc on permet l'envoi de valeur et on permet aussi aux individus de détenir leur argent numérique eux-mêmes. Tu vois, tes euros tels que tu les as chez BNP ou chez Société Générale, en fait, concrètement, techniquement, c'est des 0 et des 1 dans le serveur de ta banque. Enfin, informatiquement, c'est ça. C'est pas forcément grave, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un intermédiaire qui les détient pour toi. Et donc, fournir cette alternative où l'individu peut choisir de détenir son argent numérique lui-même, c'est hyper intéressant d'un point de vue démocratique et pour nos sociétés, parce que ça crée un rapport de force complètement différent vis-à-vis des grandes institutions centralisées qui jusqu'ici avaient un monopole en termes de détention d'argent numérique. Moi, c'est ce que je trouve bien, mais tu vois, je trouve que c'est un peu ces travers. Alors, pas forcément, mais pour certaines personnes, je pense que ça peut avoir des travers parce que tu l'as très bien dit, la monnaie fiduciaire comme on la connaît aujourd'hui, nos euros, c'est des 0 et 1 dans une banque, mais ils ont l'avantage entre guillemets qu'il y a, c'est que en cas de problème, c'est le tiers de confiance, donc ils sont là pour recouvrir les fonds en cas de perte, bon bref, pour tout un tas de raisons. Après, pour le Bitcoin, c'est très bien parce que du coup, on s'échange, on n'a plus besoin d'intermédiaire, mais aussi, j'ai l'impression, enfin, moi je vois ça comme un avantage, mais certains peuvent le voir comme un inconvénient, mais c'est que ça responsabilise aussi l'individu sur le fait de pouvoir stocker cette valeur. Parce que quand on le fait via une blockchain et pas avec un ETF, on pourra en parler de faire via avec des ETF, mais quand vraiment on détient des bitcoins et qu'on les envoie ou qu'on veut les stocker, si tu perds ton mot de passe, enfin tes 2 mots de passe en tout cas, tu perds complètement des bitcoins, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec certains de mes clients où je sens qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Je sais pas si toi tu le ressens aussi, tu vois, dans ton entourage, quand tu en parles, avec ce côté, tu vois, je suis responsable de mon argent. Oui, c'est évidemment une responsabilité. Enfin, liberté implique responsabilité, ça très clairement. Donc oui, on le ressent. Je dirais quand même qu'il y a une question d'habitude. Aujourd'hui, on a été habitué à être un peu des moutons dans le monde numérique, tu vois, à pas se responsabiliser. Et moi-même, je suis très loin d'être parfaite là-dessus, mais tu vois, on est habitué à avoir des expériences numériques qui vraiment nous prennent pour des enfants. Et on est tous habitués à plutôt mal gérer nos mots de passe, à pas faire attention, à laisser des cookies partout, à accepter toutes les conditions générales, à jamais les lire. Et donc bien sûr qu'on est habitué à pas faire attention dans le monde numérique. Et donc c'est vrai que le fait que maintenant il y ait la possibilité d'avoir de l'argent numérique et d'en être responsable, forcément c'est un énorme changement pour les individus. Donc c'est pour ça que les premiers à s'emparer des cryptos, ça a plutôt été les personnes geeks. Tu vois, parce qu'elles avaient cette espèce de fibre numérique qui faisait que ça leur faisait pas peur d'aller sur ces outils-là. Donc bien sûr que ça change. Maintenant, il faut aussi voir que dans les 10-15 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les outils crypto. Tu vois, les toutes premières années, par exemple, quand tu détenais des cryptos toi-même, tu avais ce qu'on appelle un paper wallet. Donc un portefeuille papier où tu avais ton adresse à toi sur le papier. Les puristes d'ailleurs fonctionnent toujours comme ça aujourd'hui parce que c'est vrai toujours avec le papier, OK. Ouais, mais forcément c'est risqué parce qu'en fait le papier déjà tu peux le perdre, tu peux le mettre, il peut finir à la poubelle, tu peux accidentellement prendre une photo ou dès que quelqu'un le voit, forcément il peut avoir accès à tes fonds. Donc il y a plein de risques.
Mais depuis, on a eu plein d'autres types de portefeuilles. Tu vois, alors la startup française Ledger, par exemple, propose des portefeuilles hardware avec une sorte de code PIN qui te permet d'accéder à tes cryptos de manière plus intuitive et ensuite une phrase de sauvegarde. Et beaucoup de portefeuilles fonctionnent comme ça aujourd'hui, avec une logique de mot de passe et cette fameuse phrase de 12 ou de 24 mots qui te permet de récupérer ton compte si jamais tu oublies ton mot de passe. Donc il y a plein d'outils et maintenant ce qu'on voit arriver, notamment sur Ethereum et même sur d'autres portefeuilles, c'est ce qu'on appelle le MPC et le Count Abstraction. Tu vois, chez Desblocs, par exemple, on utilise ce qu'on appelle le MPC, ce qui fait que ton portefeuille, qui est ton vrai portefeuille sur Desblocs, eh ben, tu n'as pas besoin d'une phrase mnémotechnique de 24 mots, c'est hyper fluide. Et en fait, tu as la même expérience que dans le monde numérique traditionnel auquel tu es habitué, mais c'est ton vrai portefeuille et tes cryptos sont à toi. Ok, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir le traditionnel portefeuille froid et garder des mots de passe, quoi. Ça reste au sein de la même plateforme. Exactement. Okay. Exactement. Donc tout ça pour dire que effectivement ça a été pendant très longtemps compliqué, mais qu'aujourd'hui cette complexité, elle est en train de diminuer et qu'on se rapproche maintenant d'outils très faciles à utiliser en maintenant quand même cette capacité de l'individu à détenir vraiment ses fonds. Ok. Et j'aimerais qu'on creuse sur un sujet, tu vois, parce qu'on l'a abordé brièvement, tu vois, mais donc tu as très bien dit que maintenant le fait que la crypto en soi permet un échange de pair à pair, donc ça veut dire que on change un petit peu de paradigme et on dépend plus finalement des banques centrales. Ça veut dire que finalement, dans un monde idéal, tu vois, on se payerait tous en Bitcoin et les banques n'existent plus, tu vois. Mais on sait que dans la vraie vie, ce sera pas possible. Enfin, tu vois, moi j'ai du mal à le croire en tout cas. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur comment dire, sur l'adoption en fait, tu vois, du système financier, parce que pendant longtemps, le Bitcoin était vu comme voilà une valeur pour, enfin, on va dire quelque chose qui permettait de financer le terrorisme et blanchir l'argent, tout ça. Et maintenant, on a vu avec le TF Bitcoin, avec BlackRock qui a clairement changé d'avis là-dessus. J'aimerais avoir un peu ton ressentiment, toi qui es clairement dans le game là depuis 2015, donc maintenant depuis 10 ans. Comment tu as senti cette évolution et est-ce qu'aujourd'hui tu sens que les acteurs traditionnels commencent à prendre au sérieux cette valeur et est-ce qu'il y a des risques avec ça? Parce que tu vois, alors je suis désolé, je te pose un peu plein de questions là, je te laisserai décanter si tu veux, mais en fait, alors déjà, quelle est l'évolution, on va dire, de la mentalité c'est ma première question, quelle est l'évolution de la mentalité des acteurs traditionnels? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que Bitcoin perde un peu, enfin Bitcoin ou la crypto perde un peu de sa saveur qui était justement que ce fait que ce soit un peu anti-système, tu vois? Oui, alors sur ta première question, l'évolution de la perception des acteurs, très clairement, elle est en faveur de Bitcoin. Parce que tu vois, je te lis mon expérience personnelle, mais moi il y a 8 ans par exemple, quand j'allais faire des formations pour BNP Paribas ou pour Crédit Agricole, on me demandait de parler de blockchain et limite on m'interdisait de prononcer le mot Bitcoin dans la formation, ce qui rendait d'ailleurs la formation pas très simple à faire. Oui. Voilà. C'est clair. Donc il fallait parler de blockchain parce que c'était la manière de faire de l'innovation. Mais parce que j'ai l'impression justement que depuis le début, enfin comme moi quand j'ai commencé à m'intéresser en 2017, c'est que Bitcoin et crypto c'était un peu des gros mots, mais blockchain tout le monde disait ah oui ça c'est le futur, mais par contre les cryptos ça non, tu vois, il fallait pas en parler. Ouais, exactement. En fait, ce qui se passait c'est que du coup on faisait des espèces de circonvolutions et on tournait autour du sujet. Pour pas prononcer le mot Bitcoin, pour même d'ailleurs, en fait, on parlait même pas de crypto. Si tu veux, on parlait de blockchain, de traçabilité, d'ancrage, même éventuellement de token ou de tokenisation. On a eu le droit de parler de NFT ensuite, mais c'est vrai que les acteurs financiers ont mis vraiment beaucoup de temps à accepter que le vrai sujet, c'était pas la blockchain. Le vrai sujet, c'était en fait les cas d'usage financier qu'il y a derrière la blockchain, c'est-à-dire la crypto. Et alors après, pour pas dire le mot crypto, on a dit le mot NFT, le mot token, le mot machin, mais en fait tout ça c'est pas crypto. Et donc maintenant, ça y est, ils ont compris que les vrais sujets c'est la crypto. Ça veut pas dire qu'ils veulent tous en faire. Et surtout, une banque, il faut bien le dire, c'est pas un acteur qui est homogène. Si tu veux, dans une banque, tu as des gens qui représentent par exemple les fonctions commerciales, qui reçoivent plein de demandes de leurs clients et donc qui poussent à balle pour que les offres crypto se développent. Et puis après, tu as souvent la conformité ou les risques qui freinent un peu plus et c'est hyper normal chez ces acteurs-là. Donc voilà, mais l'évolution, globalement, elle s'est faite en faveur des cryptos parce qu'il y a eu de la demande. Les ETF, là-dessus, ça a été vraiment game changer parce que d'un coup, ça a légitimé tous ces sujets crypto. Et donc finalement des banques qui auparavant hésitaient, quand elles ont vu les ETF arriver sur le marché américain et surtout qu'elles ont vu le succès de ces ETF. Il faut bien dire que non seulement un ETF arrive, bon, il
Tu aurais pu se dire, ok, ils sont un peu fous, on va voir. Mais ça a été parmi les ETF. Ouais, ils ont collecté à fond, voilà, quoi. C'était des records de collecte. Ça a été un succès incroyable. Et donc aujourd'hui, globalement en France, la quasi-totalité des banques travaillent en sous-marin sur le fait d'offrir des cryptos au grand public, ou en tout cas au début à des clients fortunés. Donc, et tu penses qu'ils le feront de quelle manière? Est-ce qu'ils le feront sous forme d'ETF ou sous forme vraiment de détenir des cryptos? Enfin, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as des infos? Alors la plupart des banques ont déjà, par exemple, noué des partenariats avec ce qu'on appelle dans le jargon des custodians, donc des entreprises qui vont permettre de stocker les clés privées, en gros, donc les sortes de mots de passe des clients. Ouais. Donc je pense pas que les banques vont reconstruire des infrastructures elles-mêmes, parce qu'en fait c'est un métier qui est très lourd, qui est très difficile, qui est très différent de ce qu'elles font aujourd'hui. Donc il va forcément y avoir des partenariats avec un certain nombre d'acteurs. Certaines peut-être vont être amenées à racheter certains acteurs crypto, c'est pas impossible non plus. Mais je pense qu'au début elles vont simplement proposer un investissement assez facile dans un certain nombre de cryptos assez restreintes, pour dire bah voilà, vous voulez une exposition à la crypto, tout simplement vous allez avoir, ça peut être un livret particulier dans lequel il va y avoir une exposition à la crypto, ou ça va être pour des clients fortunés, des outils pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour qu'ils puissent exposer à la crypto une partie du patrimoine de leurs clients. Ok. Bon, ça, je te le confirme, moi, en tant que CGP, mes outils ne proposent jamais de crypto, quoi. Bon, pour proposer de la crypto, c'est un enfer. Pourtant, il y a des boîtes qui proposent des outils pour les enregistrements de patrimoine. Je pense à Tilvest, mais il y en a d'autres aussi. Donc quel outil t'as dit? Tilvest, ça s'appelle. Ok, bon. Tu regarderas, mais ils sont de toute façon pas seuls, mais ça commence à être un business, hein. Forcément, il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui ont des demandes de leurs clients et qui cherchent des solutions. Le truc, c'est que moi, je conseille souvent de la crypto en direct. Moi, je conseille aux gens de détenir leur propre crypto. Donc, du coup, ça va pas dans le modèle traditionnel de faire une souscription et de passer avec des fonds. Mais du coup, ça rentre pas dans ton business à toi, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué. Bon, bref. Ok. Et du coup, sur ma deuxième question, est-ce que tu trouves pas, toi qui es justement une pionnière, et alors, je sais pas après à quel point tu es maximaliste, on pourra définir ce que c'est après maximaliste, mais est-ce que tu trouves pas du coup que le fait que la finance traditionnelle s'approprie un petit peu maintenant cette mouvance, est-ce que tu trouves pas que ça perd justement un peu de sa saveur, tu vois? C'est un des grands reproches ou arguments que j'entends en ce moment, c'est de dire finalement Bitcoin, les cryptos, ça a été créé dans une logique anti-système, et finalement maintenant vous êtes rentré dans le système et voilà, la logique capitaliste a repris le dessus. Alors c'est sûr que indéniablement le monde de la finance, son objectif c'est entre autres de faire de l'argent. Donc à partir du moment où il y a de l'argent à se faire sur le fait qu'il y a des gens qui veulent investir en crypto, qui peuvent payer des frais pour ça, et c'était évident pour moi que les fonds d'investissement allaient y aller, les banques allaient y aller, tous les acteurs financiers allaient y aller. Donc en fait ça c'était pas vraiment une surprise, hein, quand on est dans la crypto depuis longtemps, on savait que ça allait venir, on savait pas exactement quand. Je pense qu'en termes d'image, effectivement, ça enlève un peu du côté pirate, tu vois, de Bitcoin et des cryptos. De l'autre côté, ça crédibilise. Mais bon, voilà, tu peux pas avoir cette crédibilité du monde traditionnel et en même temps conserver ton image de pirate. À un moment, faut. C'est ça, c'est si un jour on veut utiliser les bitcoins dans le commerce, enfin, tu vois, si un jour on veut vraiment payer en bitcoin ou que c'est reconnu comme vraie réserve de valeur, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on était un peu obligé de passer par là, en fait, tu vois. Ouais. Alors après, c'est pas les ETF qui vont directement permettre ça, mais indirectement, ça favorise l'investissement, donc ça fait monter les cours, ça donne de la valeur aux cryptos et ça participe quelque part aux investissements qui sont faits dans ce secteur-là pour construire les outils pour favoriser l'adoption qui demain permet à tout le monde d'utiliser les cryptos. Ouais. Donc c'est une phase logique, je dirais, dans cette innovation-là. Ok. Et si on continue un petit peu dans, on va dire, cette adoption un petit peu globale qui est en train d'arriver sur les cryptos, on entend beaucoup parler de réglementation, notamment la réglementation MiCA. Alors c'est peut-être du chinois pour certains, donc est-ce que tu peux peut-être définir qu'est-ce que c'est MiCA? Alors c'est pas le prénom de quelqu'un, ça s'écrit MICA, mais est-ce que tu peux dire de quoi il s'agit et à quoi ça servirait ou à quoi ça sert? Ouais, c'est un acronyme qui veut dire Market in Crypto Asset. C'est le nom de la réglementation européenne en fait sur les cryptos qui est en train d'être mise en place. Alors avant MiCA, chaque pays faisait un peu sa sauce. Donc en France par exemple, on a été assez en avance en fait sur la réglementation, puisque l'autorité des marchés financiers avait dès 2000, je crois que c'était 19 peut-être, avait déjà mis en place un statut
obligatoire pour les entreprises qui proposent de l'achat et de la vente de crypto et de la détention de crypto pour le compte de leurs clients. Et donc ces entreprises-là étaient obligées de s'enregistrer auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Donc ça se rapproche un peu de la réglementation MiCA, qui d'ailleurs s'est beaucoup inspirée de la réglementation française. Et donc derrière MiCA, il y a un certain nombre d'obligations pour les entreprises, notamment les fameuses plateformes d'échange dont on parle, pour s'assurer que ces plateformes font les choses correctement. Donc très concrètement, ça se rapproche des obligations qui existent pour les banques, même si on n'est pas exactement au même niveau non plus, hein, il faut le dire. Mais ça va obliger typiquement les plateformes à procéder à une identification de leurs clients. Donc aujourd'hui, si tu veux acheter de la crypto sur une plateforme, et compagnie, voilà, si tu veux acheter de la crypto sur une plateforme d'échange, ça se fait pas n'importe comment. Il faut que tu donnes ta carte d'identité, que tu donnes des informations sur toi. Il y a une vérification, etc. Des obligations de déclarer les transactions suspectes auprès de Tracfin, donc l'autorité qui est responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça va obliger ces plateformes-là à passer des audits de cybersécurité pour vérifier qu'elles sont solides, à avoir une certaine, un certain montant de fonds propres. Enfin voilà, des obligations finalement assez classiques pour des acteurs du monde financier. C'est des obligations qui sont arrivées progressivement, puisque jusqu'ici c'était seulement l'enregistrement qui était obligatoire en France, qui concernait surtout cette partie de traçabilité et identification, un peu moins le côté robustesse financière et technique de la plateforme. Et désormais, les barrières à l'entrée sont quand même bien relevées en Europe. Donc ça, c'est la première partie de MiCA qui va généraliser ces obligations à l'ensemble du territoire européen et donc créer aussi une harmonisation du marché. Auparavant, les plateformes, elles devaient aller dans chaque pays pour demander des licences, ce qui est quand même fastidieux. Et maintenant, avec MiCA, si tu as l'agrément MiCA, eh ben, tu peux te développer partout en Europe. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue business pour ces entreprises. Et puis la deuxième on est d'accord que là, du coup, ça concerne uniquement les entreprises qui vont proposer de la crypto. Uniquement pour le particulier lambda, ça changera pas grand-chose. Alors, ça change quelque chose dans la mesure où ça te donne quand même un certain nombre de garanties, parce que si tu utilises une de ces plateformes-là, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu as des recours si jamais la plateforme a fait n'importe quoi, tu vois. Donc finalement, ça protège un peu plus l'épargnant. Oui, même c'est le but de cette réglementation, hein, entre autres, c'est de protéger l'épargnant. Et la deuxième volet de cette réglementation, c'est tout ce qui va être la régulation des émetteurs de crypto, et notamment des émetteurs de crypto-monnaies stables, dit stablecoin, à qui on va demander des audits réguliers, un siège social en Europe, voilà, tout un tas de critères pour des enjeux de stabilité monétaire, avec une réglementation pour le coup vraiment très stricte de ces émetteurs. Et comme auparavant, il y avait des géants américains qui étaient sur ce marché, dont d'ailleurs le leader qui a annoncé qu'il allait pas se conformer à cette réglementation, c'est vraiment en train de bouleverser le marché. Tu parles de Tether ? Je parle de l'USDT, exactement. USDT, okay. Qui, en voyant la réglementation, a dit, en fait, nous, si on la respecte, ça tue notre business model, c'est pas du tout rentable pour nous, donc on abandonne le marché. Ils ont un business model un peu, j'ai oublié de dire qu'ils avaient le meilleur business model du monde, Tether. Oui, parce qu'en fait, alors d'ailleurs, leurs réserves sont pas extrêmement claires, et donc on suspecte que finalement, derrière les exigences européennes de liquidité des réserves, il y a des choses qui correspondent pas du tout à ce que fait Tether aujourd'hui. Et donc Tether a dit écoutez, voilà, c'est pas grave, on se passera du marché européen. Et donc aujourd'hui, les acteurs qui vont rester sur le marché européen, ça va plutôt être des acteurs bien réglementés. Il va y avoir sans doute plus de stablecoin euros qui vont arriver là où avant. Mais ça, c'était ma question, parce que, sauf erreur de ma part, moi je connais que des stablecoins dollars. Est-ce qu'il existe des stablecoins euros ? Oui, ça existe, mais c'est en termes de montant, de volume, ils sont tout petits par rapport aux stablecoins dollars. Mais oui, t'en as. Par exemple, donc tu connais l'USDC qui est le numéro 2 sur le dollar. L'entreprise qui gère l'USDC a un autre stablecoin qui s'appelle l'Euroc, qui est l'équivalent en euros, mais qui est vraiment tout petit par rapport à l'USDC. Donc oui, il y en a, mais voilà, qui sont encore très faibles. Trop petits. Alors, je suis en train de réaliser que, pareil, j'essaie de toujours me mettre à la place de mes auditeurs, je sais que certains, ils vont peut-être trouver ça un peu long, mais je mets à la place des débutants. Est-ce que tu peux définir simplement un stablecoin pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas ce que c'est? Oui, en fait, c'est comme une crypto-monnaie. D'un point de vue technique, c'est un jeton qui va circuler sur une blockchain existante. Il faut bien voir qu'avant 2015, quand on voulait créer une crypto, il fallait recréer une blockchain. Ce qui est quand même très fastidieux, parce que ça veut dire qu'il faut redéployer un réseau de serveurs, faut convaincre des gens d'héberger la blockchain, etc. Depuis l'arrivée d'Ethereum, qui est la blockchain numéro 2, c'est devenu beaucoup plus facile de créer des cryptos, puisqu'en fait, on se base sur cette blockchain pour aller créer des jetons par-dessus.
Et ces jetons, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une crypto, ça peut être des actions d'une société, ça peut être des parts d'un immeuble. Enfin voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais et ça peut notamment être de la monnaie traditionnelle. Et donc, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire circuler l'euro et le dollar sur des blockchains. On appelle ça tokeniser dans le jargon, puisqu'on va créer un token qui va représenter quelque chose. Et donc, on a tokenisé la monnaie fiat et on a fait des stablecoins. Voilà, donc, les stablecoins, c'est des crypto-monnaies stables qui, pour 99% d'entre elles, sont indexées sur le dollar. Voilà, pour le dire simplement. Et donc, c'est vrai qu'on était dans une situation jusqu'à récemment, et même encore aujourd'hui, où en fait, il y avait 99% des Européens qui avaient de la crypto, qui en fait, quand ils voulaient revenir en monnaie traditionnelle, utilisaient le dollar. Pour éviter la fiscalité. Alors pour éviter la fiscalité, mais je veux dire, ils auraient pu à la limite utiliser des stablecoins euros. Dans tous les cas, en fait, oui, d'accord, ouais. Tu vois, tu te dis, enfin, moi je me dis, si demain on a ces outils-là qui prennent de plus en plus d'importance parce qu'ils ont une infrastructure ouverte, parce que tout le monde peut créer des programmes avec, parce que le code est open source, etc., et qu'en fait le standard là-dedans c'est le dollar, c'est quand même très problématique en termes de souveraineté, de compétitivité de l'euro, etc. Voilà. Ouais. Ok. Donc toi, enfin, du coup, tu penses que les stablecoins euros vont vraiment se développer grâce à Mika ou même en marge de ça? Alors, j'aimerais te dire oui. Mais je suis pas sûre parce que je trouve qu'aujourd'hui Mika, si tu veux, quand tu lis la réglementation Mika aujourd'hui sur la partie des stablecoins, tu te dis pas ah ouais, le régulateur a vachement envie qu'il y ait des stablecoins. En fait, tu te dis le régulateur veut surtout que le consommateur ait pas de problème. Et en fait, ils ont pas franchement envie que les stablecoins se développent. Je te donne un exemple. T'as notamment une sorte de droit de veto de la banque centrale si certains stablecoins dépassent un volume journalier trop important. Et donc concrètement, pour quelle raison ça les embête? Alors officiellement, c'est des raisons de stabilité monétaire en fait, parce que tu te retrouves, c'est vrai, avec plein de stablecoins qui circulent un peu partout. Et donc t'es plus en maîtrise exacte de ta masse monétaire, t'es plus en maîtrise des acteurs, enfin et moi je comprends l'idée, hein, c'est que c'est vrai que t'as plein de nouveaux acteurs qui se développent. Alors maintenant avec Mika, je pense que tu vas avoir une sorte de retour en force des banques parce que comme Mika impose d'avoir certaines licences et notamment la licence EME pour pouvoir émettre un stablecoin en Europe, en fait t'as pas 50 acteurs qui ont ces licences, hein, en gros c'est les banques. Donc les banques vont être en capacité d'émettre des stablecoins. Maintenant, est-ce qu'elles vont le faire? Je sais pas, parce qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit économiquement si intéressant que ça. Tu vois, les banques, elles vont pas émettre un stablecoin parce qu'elles sont sympas, tu vois. Voilà, c'est pas Mère Teresa. Donc, a priori, si elles le font, c'est parce qu'elles peuvent gagner de l'argent dessus. Et je suis pas sûre que la réglementation MiCA, telle qu'elle est faite aujourd'hui, rende l'émission de stablecoin économiquement intéressante. Ok. Après, bon là, peut-être on va parler un peu politique, tu vois, mais j'ai l'impression quand même qu'en Europe, on passe plus de temps à réglementer qu'à favoriser l'innovation, tu vois. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, alors après c'est bien, pas bien, chacun se fera sa propre idée, tu vois, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis il y a quand même beaucoup moins de lois, de cadrage et tout. Alors encore une fois, est-ce que c'est bien, pas bien, chacun fera son idée, mais du coup ça fait que j'ai l'impression qu'en Europe on est toujours un petit peu à la traîne aussi sur l'innovation parce que on veut toujours tellement cadrer tout bien que ça freine l'innovation et le développement, et on se retrouve comme 20 ans en arrière où Internet, nous on est à la ramasse par rapport aux GAFAM, tu vois. Oui. Est-ce que t'as cette sensation-là aussi, toi, sur le côté crypto, où à vouloir tellement trop cadrer, protéger l'épargnant, on se retrouve en fait à mettre tellement de barrières, de paperasse et tout, que on prend un risque finalement de louper le virage de la crypto, tu vois. Ouais, alors c'est vrai qu'on a une culture peut-être plus étatiste, alors surtout en France, mais aussi en Europe, on a une culture plus étatiste qu'aux États-Unis, par exemple. Donc ça c'est vrai. Maintenant, tu as des pays qui ont une culture plus étatiste que nous, du genre, je sais pas, la Chine. Et qui parviennent quand même à aller assez loin en termes d'innovation. Alors c'est peut-être pas l'innovation au sens libéral, au sens où on l'entend nous, mais en tout cas il y a des innovations technologiques. Alors je dirais que tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui parfois va trop loin et qui met des barrières à l'entrée. On l'a vu là par exemple avec Mika qui effectivement est arrivé sur certains sujets un peu tôt et donc met des barrières à l'entrée, mais faut être honnête aussi. La vérité, c'est que même avant Mika, on avait du retard par rapport aux États-Unis en termes de développement des acteurs. Donc c'est pas non plus Mika qui pose problème, qui a créé le problème. Je pense que Mika, c'est juste que la réglementation, elle arrivait à un moment qui était tôt par rapport au développement des acteurs européens.
Mais le truc, c'est que la réglementation MiCA, elle arrivait pas tôt par rapport au développement des acteurs américains. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les acteurs américains, ils avaient beaucoup grossi. Ils arrivaient en Europe. On se rendait compte que c'était le bordel parce que typiquement, tu avais des FTX qui arrivaient, qui faisaient n'importe quoi. Et donc, le régulateur s'est dit, bah, il faut réguler. Et ils avaient pas tort. Le problème, c'est qu'en Europe, nos acteurs, ils étaient beaucoup trop petits. Et donc, le sujet, c'est pas juste la réglementation qui arrive trop tôt. C'est aussi que dès le départ, on avait moins cette culture du risque en Europe. On avait peut-être moins de fonds aussi. La vérité, c'est que les fonds d'investissement en Europe sont beaucoup plus petits que les fonds américains. Donc, nos acteurs levaient moins d'argent. Et puis, tu avais une culture, je dirais, qui faisait que c'était plus compliqué, tu vois, pour un acteur. Alors déjà, monter une entreprise en France, c'est pas forcément le truc le plus facile dans l'absolu. Mais dès que tu montes une entreprise sur des sujets comme la crypto, t'as des portes qui se ferment assez vite. Tu vas voir ton banquier, il te dit non. Donc en fait, déjà rien que pour avoir un compte en banque quand t'es une boîte crypto, faut que t'ailles ouvrir un compte en Estonie, au Luxembourg, je sais pas où. Donc en fait, t'as plein de petites barrières comme ça qui se ferment et qui font que quand tu les additionnes toutes les unes à la suite des autres, ça décourage les entrepreneurs et ça ferme des portes. Ça décourage l'innovation, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est tout ça bout à bout, je pense, qui fait que ça a été plus dur. Oui, c'est pas juste MiCA, parce que finalement, c'est pas juste MiCA, voilà. J'ai l'impression qu'un MiCA a ses bons côtés aussi, tu vois. Comme tu dis, le but principal est quand même de protéger l'épargnant, mais comme tu dis, en fait, c'est bout à bout, toutes les réglementations, toutes les normes, toute la frayeur un peu qu'il y a en France et en Europe fait que ça peut pas mal décourager. Et je repense, c'est un sujet que je voulais aborder aussi avec toi, toujours pareil, en pensant réglementation et un petit peu, on va dire, Europe. On a beaucoup entendu parler que la BCE souhaiterait lancer sa crypto. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que qui freinait un petit peu l'adoption, le développement de stablecoin parce que il perdait un petit peu de contrôle sur la masse monétaire. Je voulais savoir un petit peu ton avis, déjà peut-être que tu expliques rapidement quel serait le concept de la BCE franchement, je sais même pas où ça en est, j'ai pas suivi l'actualité, mais tu vois, c'est quoi cette rumeur qui dirait que la BCE souhaiterait lancer un euro numérique? En quoi ça consisterait? Est-ce que ce serait une sorte de Bitcoin? Du coup, ce sera évidemment pas Bitcoin, mais un euro numérique, c'est-à-dire qui est basé sur la blockchain. Et est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une quantité? Ah bah vas-y, je te laisse le définir là, parce que tu vois, alors en fait, non mais c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai que la blockchain en tant que concept avait servi à lancer ce projet. Et les différentes banques centrales, en voyant les crypto-monnaies arriver, avaient commencé à se poser des questions sur est-ce qu'on pourrait pas utiliser la blockchain. Alors au début, c'était plutôt pour optimiser leur process d'échange avec les autres banques, faire une espèce de blockchain privée dans un consortium, etc. Donc c'est vrai que les réflexions ont été lancées comme ça. Ce qui a vraiment ensuite, je dirais, accéléré le processus, c'est quand Facebook était arrivé avec ses gros sabots en disant nous on va créer une monnaie, ça va s'appeler Libra. Je sais pas si tu te souviens de ces annonces-là. Oui, je me rappelle très bien. Et là, en fait, vite entendu parler, mais ouais, exactement. Et là, globalement, les banques centrales, les gouvernements, tout le monde leur a dit, en fait, non, vous n'allez pas faire ça, parce qu'on n'en veut pas, on va pas vous laisser faire, et ça va pas être aussi simple que ça. Donc, bon, long story short, le projet Libra a été abandonné, mais je pense qu'il a beaucoup stressé certains banquiers centraux qui se sont dit, mais en fait, si demain, parce que Facebook était le premier, mais ça va pas être le dernier. Si demain on a un Amazon, un Uber, un je sais pas qui se met à lancer sa monnaie, comment est-ce que l'euro reste compétitif? Est-ce que nous on sera toujours en maîtrise des flux? Et donc la logique des banques centrales, c'est de se dire il faut que notre monnaie soit plus compétitive, qu'elle soit au goût du jour avec les technologies d'aujourd'hui, et il faut qu'on ait une relation directe avec les citoyens parce qu'en fait on l'a plus, parce qu'aujourd'hui la banque centrale elle a pas de relation directe avec toi et moi, c'est les banques commerciales, tu vois, c'est les BNP, SOG, Crédit Agricole, tout ça, qui ont une relation avec leurs clients. Et donc ce que la banque centrale, je pense, souhaite faire avec cet euro numérique, c'est créer une sorte de lien direct avec ses concitoyens, avec des garanties du coup qui sont maximales, puisque tu n'as plus le risque de faillite de ta banque commerciale, puisque tu es en lien direct avec la banque centrale, et donc de te permettre d'avoir une sorte de compte en direct auprès de la banque centrale, et pas un compte chez un intermédiaire qui est la banque commerciale, etc. Donc, du coup, tu chantes les banques commerciales, quoi. Tu passes donc les banques, on aurait tous la même banque finalement. Exactement. En Europe, donc, en tout cas. donc toutes les banques que tu connais, les BNP, elles détestent ce projet. Ouais, j'imagine. Forcément, ça les court-circuite, donc elles sont pas ravies du tout.
Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de lobbying et de discussions entre les banques commerciales et la Banque centrale. J'imagine. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que dans le projet de l'euro numérique, ce qui est prévu, c'est que tu as un plafond aussi sur ton compte à la Banque centrale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tous les gens en Europe vident leur compte chez les banques commerciales et mettent leur argent à la Banque centrale, ça pose d'énormes problèmes pour le financement du crédit. Parce qu'en fait, ton argent qui est chez ta banque commerciale, il fait pas que dormir là, il sert aussi pour faire du crédit, pour financer l'économie. Donc, ce que les banques disent à juste titre, c'est monsieur, madame, les banquiers centraux, si tout le monde met son argent chez vous, il n'y a plus de financement de l'économie. C'est risque systémique, quoi, finalement. Exactement. Donc, tu as beaucoup de discussions de ce type-là, mais technologiquement, ce qui est sûr, c'est que l'euro numérique, il est pas sur une blockchain, parce que déjà, par définition, une blockchain, c'est décentralisé. Là, on est sur une banque centrale, donc le besoin de blockchain en lui-même n'était pas franchement là. Ouais. Il y a une incohérence, quoi. Tu dis, il y a une incohérence. Voilà, je pense qu'il y a aussi une volonté un peu de retrouver une souveraineté sur les différents outils économiques et financiers en Europe. Par exemple, le point clé, ça va être sur les outils de paiement. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne des paiements en Europe, en fait, on dépend beaucoup d'acteurs américains, d'acteurs étrangers, notamment d'acteurs américains. Et donc, l'ambition de ces fameux portefeuilles de banque centrale, ça va être aussi de retrouver des systèmes de paiement européens sur lesquels on a une souveraineté, ce qui est, je pense, plutôt sain dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même instable d'un point de vue géopolitique. Voilà. Maintenant, c'est forcément très éloigné des valeurs crypto. Il y a beaucoup de craintes sur le respect de la vie privée. Il y a beaucoup de craintes sur les dérives. C'est ça que j'allais te dire, c'est que si on a un euro numérique émis par la Banque centrale, moi je vois deux problèmes. Tu vois. Alors, je suis peut-être hors sujet, tu me dire si je me trompe, mais pour moi, déjà, tu as le fait que je pense qu'ils feront la même chose qu'avec la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'ils en émettront autant que possible. Donc du coup, on règle pas forcément le problème de l'inflation. C'est le premier truc que je vois s'ils créent un euro numérique. Et le deuxième truc que je vois aussi, c'est que c'est au niveau du traçage, quoi, au niveau de la surveillance, au niveau de la vie privée. Parce que si chaque transaction est tracée, et c'est là peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas le but, mais c'est comme ça que je l'avais compris en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que je suis juste ou oui, tout à fait. Alors sur l'inflation, je suis pas sûr que ça aggrave le problème, mais ça va pas le résoudre non plus. Donc il y a pas de. Ouais, non, c'est aggrave, mais je veux dire, ce sera toujours le même problème de. Non, en fait, ça c'est plus des questions. Ça c'est plus des questions de politique monétaire, d'orientation stratégique de la banque centrale. Donc c'est assez indépendant en fait de l'euro numérique, je pense. Sur ton deuxième point, c'est la crainte principale, notamment des libéraux qui en fait trouvent que c'est un pouvoir très très important donné à des institutions liées à l'État, enfin liées à nos États, et donc ne souhaitent pas que ce pouvoir-là arrive dans les mains de la Banque centrale. Maintenant, faut pas se faire d'illusions non plus aujourd'hui. Quand tu utilises ta carte bleue chez ta banque, tout est quand même tracé, quoi. Voilà, ou même très honnêtement, quand tu utilises Bitcoin et que tu as acheté tes Bitcoins depuis un exchange, on peut te retrouver facilement, quoi. Voilà, la vérité c'est que tout est transparent et que si tu veux vraiment protéger ta vie privée, il y a des outils qui existent. Cash, quoi. Alors voilà, il y a le cash, ça c'est sûr, et ensuite il y a des outils numériques qui existent, qui sont certaines cryptos du type Monero, Zcash, etc., mais qui sont désormais interdites par le régulateur de listing sur les plateformes d'échange. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le régulateur pousse de plus en plus pour que les outils qui permettent de conserver ta vie privée soient en fait non utilisables ou pas facilement accessibles. Donc oui, l'euro numérique s'inscrit globalement dans cette tendance-là, ouais. Ok. Je voulais te demander aussi, aujourd'hui, on fait une transition sur un petit peu l'actualité crypto. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode début août. Je voulais savoir un petit peu quel était ton sentiment de marché actuel. Je te demanderais peut-être pas forcément de sortir la boule de cristal, tu vois, mais savoir un petit peu. Là aujourd'hui, on est à un point. J'avais fait un épisode avec Asher, avec Owen Simona, là début janvier, où on était vraiment un peu en phase d'euphorie avec l'ETF qui allait arriver, avec le halving qui n'était pas encore passé, et quand on l'avait enregistré, on n'avait pas encore connu l'explosion qu'on a connu les mois d'après. Là, bon. Ça fait clairement 2-3 mois, il se passe rien, quoi. On est entre 60 et 70 000 de Bitcoin. On a connu un gros crash hier, mais bref, ça, on va peut-être pas forcément en parler, mais bref. Je voulais savoir un peu ton avis aujourd'hui, tu vois, vu que maintenant, l'ETF est sorti, même un ETF Ethereum qui est sorti, le halving est passé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosses news, pas de grosses rumeurs qui pourraient catalyser le prix. Quel est ton sentiment de marché aujourd'hui ? Est-ce que tu t'attends à des folies ? Est-ce que tu t'attends
à ce que les cycles se répètent. Je veux voilà, avoir un petit peu ton sentiment là-dessus sur, Ouais. alors sur le Bitcoin et du coup par conséquent le reste des cryptos. On est dans une période particulière parce que on a connu une augmentation des cours très très importante suite à l'arrivée sur le marché américain des ETF, si bien qu'on est arrivé sur le halving, donc qui pour les néophytes, en gros, c'est un événement sur la masse monétaire de Bitcoin qui généralement induit une hausse des cours par la suite. Et donc en gros, tous les 4 ans, on s'attend à une hausse des cours suite au halving, sauf que là, on avait déjà eu une hausse des cours très très importante avant le halving avec les ETF. Ce qui n'était jamais arrivé dans les autres cycles. Qui n'était jamais arrivé avant. Et donc on arrivait sur le halving avec déjà une hausse incroyable avant. Et donc forcément, l'effet du halving a été un peu moins spectaculaire parce que voilà, on avait déjà eu une bonne partie de la hausse au préalable. Maintenant, on voit que l'été est un peu mollasson, hein, pour pas dire pour pas dire tristoun, hein, voilà, sur les prix. Très honnêtement, moi je regarde très rarement les cours en fait, parce que on en parlait tout à l'heure, mais moi je suis arrivée dans les cryptos par ce biais conseil aux entreprises et pas investissement perso. Ça veut pas dire que j'ai pas investi, puisqu'évidemment au moment où voilà j'ai revendu ma boîte, etc., que j'ai commencé à avoir du capital et un salaire sympa, je me suis mise à investir, normal. Mais j'ai connu tellement de phases d'euphorie, tellement de phases de panique, qu'en fait maintenant je ne regarde pas, si tu veux. Et tu vois, hier quand j'ai un copain qui m'a envoyé un message le matin pour me dire oh là là ça a craché, j'ai regardé que quelques heures plus tard parce que si tu veux je me suis dit bon ça a craché. Voilà, peut-être que dans 3 mois ça recrachera et c'est pas grave. Et en fait j'ai aussi cette sérénité parce que évidemment j'ai de la crypto, mais je gère mon patrimoine n'est pas à 90% en crypto. Voilà. Et je pense que quand on regarde les cours tous les jours, c'est peut-être qu'on est un peu trop exposé. Et peut-être qu'on est un peu trop stressé. Parce qu'en fait, si l'investissement que tu as mis dans la crypto, c'est un investissement qui est raisonnable par rapport à ton épargne globale, tu serais pas sur les cours tous les jours. Ou alors c'est que tu as besoin d'adrénaline dans ta vie et là c'est un autre problème, tu vois. Mais il faut peut-être aller au casino des fois. Voilà, mais c'est un peu un autre sujet. Donc franchement, moi j'ai pas de boule de cristal. Je pense que en tendance long terme, ça va continuer à monter parce qu'en fait, ça répond à un vrai besoin. Maintenant, les montées, elles se font jamais de manière linéaire. Et donc, est-ce que tu crois encore à enfin, moi j'appelle ça la théorie des cycles, je sais pas si c'est le bon terme, ouais. Le fait que tous les 4 ans, il y a le halving et qu'un an après, ça pète. Est-ce que tu crois, toi, à ça, à titre perso? Ouais, alors moi je crois qu'il y a effectivement il y a des cycles, mais que les cycles qui sont liés à la masse monétaire sur Bitcoin et donc au fameux halving vont devenir de moins en moins significatifs avec le temps. Et que les liens, tu vois, qu'il y a par exemple entre Bitcoin et la finance traditionnelle sont tels que Bitcoin ne va plus vivre dans un bunker comme c'était le cas au début de sa vie. Enfin. Moi, j'ai l'impression, je vais te dire ce que je ressens, mais surtout, j'ai ressenti ça surtout hier avec le crash qu'on a connu. Alors, un crash tout relatif, hein. En gros, je pense que l'épisode va sortir dans quelques temps, donc je rappelle ce qui s'est passé hier. Bitcoin, en gros, a perdu 15-20%. Enfin, toutes les cryptos ont perdu entre 15 et 30%, donc ce qui est quand même une forte baisse. Et le marché action a perdu quasiment 3-4%, donc ce qui est énorme pour le marché action. J'ai l'impression, moi, que c'est en gros, c'est un Nasdaq en levier x3, quoi. J'ai l'impression des fois maintenant les cryptos. J'exagère un peu, mais en gros, ça suit un petit peu les exagérations à la hausse comme à la baisse que connaît le marché boursier. Alors, sur des phases court terme comme ça, tu vois, que quand des fois le marché action il est très bullish, on aura la même chose sur les cryptos. Évidemment, pas tout le temps, pas tous les jours, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus lié quand même. Oui, je dirais que c'est de plus en plus lié parce que tu as de plus en plus d'investisseurs institutionnels aussi dans la crypto. Donc forcément, c'est des profils d'investisseurs qui vont avoir la même posture sur Bitcoin que sur des actifs risqués autres que les cryptos. Donc oui, forcément, ça crée des liens. Maintenant, tu as aussi des spécialistes de l'investissement qui te diront qu'il n'y a pas de corrélation aujourd'hui. Qu'en fait, les corrélations qu'on voit sur des périodes courtes, c'est des corrélations qui se vérifient pas sur des périodes de temps significatives. Et donc en fait, alors je parle de Bitcoin spécifiquement. Aujourd'hui, Bitcoin est vraiment un outil de diversification dans ton capital. Et en fait, avoir quelques pourcents de Bitcoin dans l'ensemble de tes investissements, en fait, c'est très sain parce que c'est bénéfique et c'est parfois contracyclique. Okay. Je parle de quelques pourcents, hein. Je parle pas de voilà. Je parle pas d'avoir 1% de Bitcoin.
Quel est ton avis sur le pourcentage max qu'un particulier lambda devrait avoir sur les cryptos? T'as un avis, une idée? Alors pas forcément toi qui es dedans et qui je pense un peu plus, mais en pourcentage de quoi? de crypto par rapport à son patrimoine. Qu'est-ce que tu patrimoine trouverais total? sain ou ouais. Ah ouais. Alors c'est une question qui est pas évidente parce que bah tu vois, par exemple, t'as des gens à partir tu vois, je te parle de mon cas. Bon, moi j'habite en région parisienne. À partir du moment où je fais un achat immobilier, de base t'as 99% de Ouais, t'as un patrimoine qui est de en mon patrimoine, ça va être de l'immobilier, tu vois. Donc bon, il y a des choses que tu choisis pas forcément. Mais moi je dirais que c'est tu vois, alors les calculs que j'avais entendus de la part de gens qui sont bien plus spécialistes que moi de conseils en investissement tournaient autour de 2% de Bitcoin dans ton patrimoine. Ok. Au milieu, effectivement, de d'autres outils de type actions, immobilier, obligations, etc. Ok. Voilà. Maintenant, Alors moi, en fonction des profils de risque, moi des fois je dis un peu plus, mais après, voilà, après ça j'allais dépend. dire, Après ça dépend de paramètres, plein de paramètres aussi, quoi. j'allais dire, je pense aussi que ça dépend de votre expertise. À titre perso, évidemment, j'ai beaucoup plus que 2% de Ah oui, t'es Bitcoin dans mon dedans, donc. patrimoine. Pourquoi? Bah parce que je bosse dedans depuis 10 ans à plein temps. Et donc, c'est un sujet que je connais très bien. En revanche, sur d'autres sujets comme les actions et l'immobilier, je pense que j'ai beaucoup moins que ce qu'un conseiller en investissement vous proposerait. Donc, si vous avez une expertise ou une appétence particulière, vous allez peut-être vous surexposer à quelque chose, et c'est pas grave parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Ok. J'ai une question et je pense qu'on va finir là-dessus. Alors on n'a pas fait un épisode spécifique Bitcoin, mais voilà, et je vous invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec Wen Simonin et Casher. On a bien creusé les raisons de pourquoi Bitcoin est Bitcoin. J'aimerais avoir ton avis sur quels sont les vrais risques aujourd'hui pour toi pour Bitcoin. Les fondamentaux, ils sont là, ils bougent pas. Enfin, moi, je considère que tous les crashs qu'on voit, la volatilité court terme qu'on voit, pour moi, ça reste du bruit parce que j'ai l'impression que les fondamentaux, ils sont toujours là. Quel serait, selon toi, le vrai risque pour que Bitcoin perde ses fondamentaux et vraiment perde l'intérêt de sa valeur et qui vraiment crache à zéro, quoi? Est-ce que t'as déjà pensé à des scénarios de catastrophe qui te ferait dire à toi, Claire Balva, que bah voilà, que le Bitcoin n'a plus les fondamentaux qu'ils veulent et donc tu désinvestirais? Oui, oui. Je dirais que le plus grand risque, parce qu'en fait derrière Bitcoin il y a des gens. Hein, faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui tourne tout seul. Donc il y a des développeurs, il y a ce qu'on appelle des core devs, donc des gens qui sont très impliqués. Il y a des mineurs qui vont participer à la validation des transactions, etc. Donc il y a tout un tas d'acteurs. Et certains de ces acteurs aujourd'hui font office un peu de gardiens du temple. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui garantissent que les modifications du code qui sont faites, par exemple, ne posent pas de danger d'un point de vue sécurité. C'est des acteurs qui font en sorte que l'ADN de Bitcoin perdure. Néanmoins, à long terme, je pense pas que ce soit possible à court terme, mais à long terme, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait petit à petit une mainmise de certains acteurs privés ou publics sur Bitcoin parce que Sur ça le deviendrait réseau intéressant. Sur le réseau, alors je pense que la première logique, ce serait plutôt une sorte de mainmise financière parce que tu as des États ou des entreprises qui vont détenir énormément de Bitcoin, donc tu as une recentralisation financière là-dessus. Tu pourrais aussi avoir une recentralisation petit à petit du contrôle du protocole, soit entre certaines personnes qui à un moment peuvent être mal intentionnées consciemment ou inconsciemment, mais tu pourrais petit à petit, tu vois, enfin, aujourd'hui on parle souvent de la guerre que les États pourraient faire à Bitcoin, par exemple. En fait, t'as deux manières pour eux de faire la guerre à Bitcoin. La première manière, ça serait de réguler à balle et faire en sorte que les acteurs, typiquement les entreprises, soient petit à petit pas autorisés sur le territoire, que la fiscalité soit prohibitive, etc. Mais tu aurais une autre manière qui serait d'infiltrer petit à petit le code, enfin le protocole, plutôt la gouvernance du Donc protocole. avec des gens, tu veux dire, enfin avec des devs qu'on mettrait. Bah c'est ça, c'est-à-dire voilà, d'avoir des mineurs qui minent pour, enfin tu vois, de mettre des serveurs de minage faire des par poules de minage, mais que pour une banque ouais, privée, exactement. Et machin. puis en fait d'avoir des compétences, d'avoir des ingénieurs hyper doués qui vont participer au protocole de Bitcoin pour le compte de l'État. Tu vois, c'est Pour des le choses compte, qui, ouais. en Qui fait, peuvent c'est des s'envisager, quoi. voilà, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Bon, après c'est prospectif, c'est des hypothèses. Ouais, bien Voilà, sûr. on est vraiment dans quelque chose de totalement incertain.
Mais ceci dit, c'est un risque intéressant de le. Voilà, ça reste un risque intéressant. T'as un risque aussi qui est celui de l'amenuisement des compétences et de finalement des attaques de certains États, notamment envers des personnes qui travaillent pour ces outils-là. Tu vois, il y a des développeurs, par exemple, qui bossaient sur des outils qui protègent la vie privée, qui ont été mis en prison. Bon, Bitcoin n'est pas exactement dans ce type d'outil-là, mais on peut imaginer qu'à un moment, si tu as des devs qui sont des personnages publics dont l'identité est connue, voilà, l'État puisse venir les chercher aussi. Donc, si jamais on a une des politiques publiques qui sont très anti-Bitcoin, ce qui est pas non plus le cas aujourd'hui, mais voilà, ce qui pourrait arriver, ça pour moi, ça serait assez dramatique. Ça veut pas dire que Bitcoin est fini. Mais ça pourrait être un danger. Ouais, ça serait un mauvais signal, forcément. Et quid du scénario? Alors, je te dis, moi, un scénario que j'ai imaginé, je sais pas s'il est viable ou pas, mais que les gouvernements, ils se disent, bon, on veut tous les bitcoins, tu vois. Genre, ils se mettent qu'un gouvernement, un État, que l'Union européenne, les États-Unis, se mettent à racheter massivement le bitcoin. Pas forcément pour arriver à 51%, mais d'avoir 20-30% des bitcoins. Est-ce que c'est un scénario que tu as déjà imaginé, envisagé? Est-ce que ça a un sens d'en avoir peur ou... Oui, tu vois, ça faisait partie de ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que t'aurais une recentralisation financière des bitcoins. Donc oui, c'est possible. D'ailleurs, tu vois, on le voit là avec un Trump en campagne qui a annoncé qu'il y aurait une réserve stratégique de Bitcoin. Je pense que les États ont quand même intérêt à se constituer une réserve. Maintenant, un peu comme ils font avec l'or, finalement. Ils ont tous des maintenant, faut quand même se dire que acheter 20 à 30% des bitcoins en circulation. Ouais, il faut quelques milliards. Faut quand même le faire. Non, mais faut plus que ça, parce que le truc, c'est que le temps d'acheter les 20 à 30%, tu vas faire monter les cours incroyablement. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'il va falloir beaucoup d'argent. Donc, ça reste un risque, mais pareil, c'est très prospectif, et c'est de l'ordre des hypothèses. Ok. Bon, merci beaucoup Claire. Je vais te libérer parce que je sais que ton temps nous est compté après. Est-ce que pour terminer, tu peux nous parler un petit peu de toi, où c'est qu'on peut te retrouver, parler peut-être un petit peu aussi de ce que tu proposes sur Débloc et tout avant de nous quitter? Bien sûr. Alors, à titre perso, moi, je suis présente sur LinkedIn et sur Twitter, donc vous pouvez me trouver sur ces deux réseaux-là. Vous pouvez aussi retrouver mon bouquin sur Amazon, sur la Fnac, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Et ensuite, Débloc, donc qui est le premier compte courant adossé à un vrai portefeuille crypto, est dispo bien sûr sur l'App Store, sur Google Play. Je pourrais te mettre un lien si tu veux dans la description. On mettra le lien si tu veux. Et voilà, et n'hésitez pas à télécharger l'appli, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'utilise à titre perso depuis sa sortie. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du fonctionnement? Donc, c'est un compte courant où tu mets des euros et tu peux les convertir en crypto, c'est ça? Et tu peux payer avec des cryptos aussi? Ouais, en fait, il faut bien voir, Débloc, c'est un peu la première fintech, si tu veux, qui s'est construite directement avec à la fois euro et crypto, les deux en même temps. Okay. Et en fait, toutes les autres fintechs que tu peux trouver, c'est soit des banques qui sont construites sur l'euro, qui essayent aujourd'hui de faire un peu de crypto, et d'autres qui se sont construites sur la crypto, qui parfois maintenant se disent ah merde, faudrait des IBAN, etc. Et nous, on s'est vraiment construit avec les deux en même temps. Et donc dans l'appli, tu as un compte courant qui ressemble à ce que tu peux trouver chez toutes les néobanques habituelles, avec ton IBAN français, ta carte Visa, enfin tout ce qui va bien. Et puis tu as un onglet crypto avec ton vrai portefeuille crypto qui pour le coup est à toi. Et donc Débloc n'a jamais accès à tes fonds. Ça reste un vrai portefeuille comme ton Ledger, ton MetaMask, etc. Okay. Et donc tu peux faire des envois de ton compte courant à ton portefeuille sans aucune friction. Et donc t'as pas une banque qui vient te dire merci de justifier la provenance des fonds, remplissez la paperasse s'il vous plaît. Voilà, il y a pas de friction comme ça. Par contre, si je sais pas, si t'as acheté tes cryptos et que tu les revends plus cher, du coup, j'imagine il faut quand même déclarer fiscalement, j'imagine. Alors oui, Débloc n'est pas une niche fiscale, effectivement. Donc, malheureusement, on n'a pas de passe-droit. Effectivement, si tu convertis tes cryptos en euros, il faudra passer par la case impôt. Des impôts. Exactement. Et petite info, je pense que tu connais très bien Walsio. Alors je sais pas s'ils sont français, mais oui, bien sûr, ils sont français, oui. Walsio, ils sont vraiment géniaux. Pour ceux qui parce que je connais beaucoup de gens qui veulent jamais transférer leurs fonds en crypto en euros parce qu'ils ont peur de la fiscalité, ils comprennent pas. Allez checker Walsio, WALTIO, et c'est génial. Enfin, ça vous fait tout le travail en place et ça règle le problème de savoir qu'est-ce qu'on doit payer, quoi. Écoute, merci beaucoup Claire. Je mets tous les liens, donc je mettrai le lien de ton livre, Débloc, et ton LinkedIn pour ceux qui veulent te suivre et te retrouver. Merci beaucoup pour cet épisode, c'était super intéressant. Merci à toi.
Puis, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour terminer, si on a oublié de parler des trucs ou si tu veux. Non, franchement, on a fait Ajouter un on truc a fait pour un conclure. super tour, donc merci beaucoup. Et écoute, à la prochaine. On se fera un épisode dans 1 an ou 2 et on verra où on est Ouais, on fera le point, le ouais. crypto d'ici là. Le marché. Exactement. C'est ça. Allez, à bientôt, Claire. Salut. Merci. Ciao.